Yo, c'est Manga Croustillant et aujourd'hui on se retrouve pour faire le bilan des achats et lectures du mois de mars 2025. Alors, ça va peut-être apparaître assez tôt, il n'y a pas eu trop de vidéos encore ce mois-ci, mais j'en ai préparé quelques-unes d'avance pour le mois prochain, donc vous aurez un peu plus de contenu. Et on va commencer tout de suite parce qu'il va y avoir pas mal de trucs. Alors en commençant déjà par les nouveautés, avec Dororo que j'avais présenté vite fait fin du mois dernier, que j'ai enfin eu l'occasion de lire. J'ai lu ça rapidement, rapidement, quand même des gros pavés, mais début du mois. Alors déjà, petit truc, c'est j'ai toujours cru que Dororo c'était le héros et c'était le personnage qu'on voyait là, mais en fait pas du tout. Il s'appelle Yakimaru et Dororo c'est un peu le compagnon qui va suivre notre personnage, notre héros durant tout son voyage, qui sera du coup le petit garçon qui est là. En gros, ça raconte quoi? C'est l'histoire de Yakimaru du coup, qui est un enfant qui est né sans partie du corps. Il pouvait pas de nez, pas de jambes, pas d'yeux, il pouvait quasiment pas respirer. Pourtant, avec un truc un peu magique, il arrive quand même un peu à survivre. Ses parents l'abandonnent, il est pris par, je vais te montrer quelques images. Il est recueilli par un moine, je crois, si je dis pas de bêtises, ou un pêcheur, un vieux monsieur en tout cas qui l'adopte. Et un peu comme avec l'instar de Pinocchio, ouais, on voit un peu quelques images ici. Un peu avec l'instar de Pinocchio, du coup, qui va s'occuper de lui, qui va essayer de lui redonner un peu une humanité en lui sculptant une sorte de corps d'argile. Petit à petit, on va voir qu'il y a des démons en fait qui vont essayer de ça, il y a une sorte de pouvoir en lui, qui lui permet quand même de vivre. Et il y a des démons qui vont essayer d'arriver vers lui pour le tuer et récupérer un peu ce pouvoir. Il va, par la force des choses, à force de s'entraîner, réussir à battre un peu ces monstres. Et au fur et à mesure, il va découvrir qu'en fait, il y a, je crois, 48 monstres, si je dis pas de bêtises, 48 parties de son corps, ouais, c'est ça, 48 monstres, qui ont en gros les parties de son corps, donc soit son nez, ses yeux, sa bouche, une main, un ongle, des cheveux, par exemple, et tout ça. Et on va suivre un petit peu sa quête avec un petit flashback, un avancé dans le temps on récupère déjà une partie de son corps et on va découvrir un peu du coup sa quête en essayant de récupérer les différentes parties de son corps. C'est en 2 tomes, en vrai, l'une des critiques que je ferais peut-être un peu sur le tome, c'est que c'était bien. Je pense que je suis quand même content d'avoir découvert Dororo, sachant que je connaissais vite fait un peu quand même l'une des interprétations aussi qui était Search and Destroy de Atsushi Kaneko, si je dis pas de bêtises. Donc c'est bien de voir un peu le récit original. Ça reste sympa à lire, c'est vraiment une aventure un peu découvrir vraiment la traversée du Japon contre des démons, contre les mal humains et tout ça dans une période assez sombre du Japon où la famine guette un peu tout le monde. C'était sympa. Après, ouais, je trouve les arcs quand même assez longs par moment. On a vraiment, vraiment, ça prend, c'est pas genre un chapitre où il affronte un démon, c'est des fois vraiment plusieurs chapitres. Ça prend un peu du temps, le temps de développer un peu l'univers, le temps de développer les lieux où est-ce qu'il est pour affronter le démon et comprendre un peu la situation dans laquelle il se trouve. C'est pas forcément dérangeant, mais c'est vrai que ça prend du temps et au final, sur les 2 tomes, on a peut-être 5 ou 6 démons qu'il arrive à tuer pour récupérer les parties de son corps. Bon, j'ai vraiment l'impression que ça a été peut-être pensé au début comme une série longue, comme faire vraiment une série très très longue, et ça n'a pas forcément trop abouti, et on voit un peu à la fin du tome 2, Tezuka qui fait un petit commentaire dessus en disant qu'après le premier volume, il est passé un peu à autre chose, il avait plus forcément trop l'envie non plus de continuer, et à la place, il est plus occupé par d'autres séries. Apparemment, il y a une adaptation à l'anime, je crois, récente qui était sortie il y a quelques années, et la première, d'après ce qui est dit aussi un peu dans le volume à la fin, c'est qui représente un peu peut-être ce que Osamu Tezuka voulait un peu refléter aussi pour sa fin, donc qui a un peu affronté une sorte de grand méchant. Je ne vais pas forcément dévoiler parce que c'est un élément assez important du livre, mais un peu le grand méchant qui aurait les dernières parties de son corps, et en le tuant, il aurait récupéré toutes les parties de son corps pour faire un peu une sorte de good ending, et qui effectivement je pense aurait été quand même peut-être un peu plus, aurait été mieux si ça aurait pu arriver jusque-là. Parce que là, il arrive à battre un des derniers démons, mais son voyage continue pour récupérer les autres parties de son corps et le récit s'arrête là. Je reste un peu sur ma fin. Ça reste sympa quand même. Je pense que c'est une œuvre à lire, au moins à découvrir, mais si vous voulez regarder l'animé ou regarder l'une des interprétations pour au moins découvrir un peu l'histoire et en quoi ça consiste. Je pense que clairement, à l'époque, ça devait sûrement être très très cool aussi, clairement. Découvrir un peu le voyage de tout ça avec des petites péripéties, des personnages attachants, que ce soit Dororo aussi, le roi des voleurs, qui a un dialecte assez particulier en vrai, j'avoue, j'ai bien aimé le personnage, et Yakimaru qui est un peu le surhomme toujours, qui surpasse tout le monde et qui arrive à récupérer les parties de son corps. Donc ouais, je recommande, malgré que ce soit, je pense, pas forcément le meilleur Tezuka que j'ai lu, clairement, l'île des oiseaux, Demain les oiseaux, je pense que c'est quand même déjà meilleur et plus accessible que Dororo. On va ensuite parler de Witch and Hound, qui est une des séries que j'attendais beaucoup, j'avoue, la couverture m'intriguait pas mal, un truc récit sur les sorcières, je trouve qu'on en a pas forcément trop beaucoup. C'était l'occasion, alors d'après ce que j'ai vu, je crois que ça date d'un light novel, il y a déjà 3 tomes qui sont sortis au Japon. Ça nous raconte en gros, tout au début de l'histoire, dans un monde un peu où il y a des sorcières qui font un petit peu le mal, qui sont un peu considérées comme des sorcières, comme un peu les grands méchants. D'après ce que je me rappelle un peu sur le dernier,
Pour te dire tout de suite, c'est pas forcément ce qui m'a le plus transcendé. J'ai vraiment pas forcément apprécié ma lecture. On est dans un royaume qui a vraiment utilisé la magie, qui va essayer d'attaquer les autres royaumes, et le royaume qu'on va suivre va se dire bon, nous on a des chevaliers, mais on n'a pas forcément de mages, donc ce qu'on va faire, c'est on va essayer de recruter un peu les différentes sorcières qui sont reliées à des contes. Ça, je pense que c'était peut-être un peu le truc un peu plus intéressant. Il y a des sorcières un peu, bah tiens, par exemple, j'ai quoi ici? Un village plongé dans la famine, ou un village avec un château rempli de ronces, donc on appelle ça la sorcière des ronces. Mais ils savent pas forcément si ça existe. Ou là, j'ai quoi? J'ai la sorcière des neiges aussi dans une tour où il fait toujours froid. Donc c'est un point que j'ai plutôt bien apprécié, parce que je pense qu'il y a moyen de développer peut-être un peu l'univers des sorcières et des personnages un peu plus charismatiques. Après, dans ce tome, on nous présente, alors ce que j'ai peut-être un peu les images ici avec les personnages, mais on nous présente un peu les personnages un peu principaux de cette histoire. Donc des character design assez basiques, j'ai pas forcément trop accroché. Pareil, un peu après on nous dit on va suivre dans Witchen Hoon, il y a Hoon, donc c'est un peu le chien noir, le chien de garde et tout ça, qui est un peu l'homme ici, assez jeune en plus, qui a des talents d'assassin super reconnus, il est super fort. C'est lui qu'on envoie en mission du coup pour essayer de recruter les sorcières, et qui va affronter après, à la fin du tome, un mec qui est super doué à l'épée. J'ai pas forcément trop accroché, je laisserai peut-être comme une chance au tome 2 pour voir ce que ça donnera, mais je trouve que c'est assez trop classique, il y a des dessins pas forcément trop intéressants, assez basiques. Je m'attendais quand même un peu mieux. Après, ce qui m'étonne, c'est que je vois pas mal de gens un peu parler de la série en disant ouais, c'est pas mal, il y a vraiment il y a des choses intéressantes à développer. L'univers peut être cool, notamment un peu au niveau des sorcières, mais en vrai, je trouve vraiment dans le classique, voilà, on se doute un peu que la sorcière des miroirs qu'on voit un peu là au début va rejoindre du coup aussi notre héros, et c'est peut-être de recruter les autres sorcières. Pas forcément convaincu. À voir en tout cas comme dit ce que donnera le tome 2, mais sachant que c'est adapté dans Light Novel, qu'il y a déjà 3 tomes aussi en cours, j'ai peur que soit c'est une série un peu comme Mushoku Tensei qui va durer dans le temps, qui va faire une trentaine de tomes et obligé d'attendre 15-20 ans avant d'avoir la fin, ou alors au contraire que la série elle s'arrête comme plusieurs séries, ça a déjà été le cas, elle s'arrête au bout d'un moment, partie d'une adaptation, ou parte complètement à l'interprétation pour développer un peu son propre univers. À voir ce que ça donnera comme... je vais pas forcément le vendre tout de suite, mais c'est une série qui est bien sur la sellette. On attaque ensuite avec La Reine des Gyoza, que j'ai trouvé en occasion, parce que j'ai acheté pas mal de titres en occasion, vous verrez, qui est assez fin. Alors en vrai, je suis content, je crois que j'ai eu à 4 ou 5 euros, sachant qu'il coûte 8,50 € chez Vega Dupuis en occasion. C'est Vega ou Soleil? C'est chez Soleil. Putain, je crois que ça coûte vers les 8 € en occasion, alors que le titre est super fin. Si je prends par exemple Witchen Hoon, qui est un peu un tome au format classique, on voit que c'est quasiment la moitié. Je suis un peu déçu quand même, j'avoue. Heureusement que j'ai réussi à l'avoir d'occasion. Et en gros, on va suivre, comme dit le titre, une jeune femme là qui tient un magasin de gyoza. On va voir tout au début des employés qui vont, une employée de bureau qui va venir après une dure journée de travail, qui va aller ici et qui va vivre l'extase de sa vie. Elle va dire putain, mais en fait c'est trop bon. Je voulais manger un truc rapide, mais en fait finalement les gyoza, ça m'a revigoré, ça me redonne envie carrément de m'en manger et tout ça. C'est assez sympa, il y a de beaux dessins en vrai, et ça donne envie un peu de cuisine. On a quelques idées de recettes et de plats ou d'assaisonnement pour faire un peu des gyoza. Bon, les gyoza, c'est des sortes de raviolis un peu pour donner des petites références peut-être sur ce que c'est exactement. Même si c'est plus que ça, mais ça met un peu de se repérer sur ce que c'est. Il y a cette page, j'avoue, je retombe un peu dessus, qui est sympa avec la préparation des gyoza, où on suit un peu tout ça. Ça reste un titre un peu intéressant, c'est des petites histoires qui se suivent vite fait, mais qui peuvent être aussi lues de manière indépendante. Par contre, il y a un truc que j'ai pas forcément trop compris, parce que le tome, il n'y a pas forcément de numéro dessus. C'est considéré quasiment comme un one-shot. Pourtant, au Japon, la série est encore en cours, elle fait un tome, mais il n'y a pas eu de tome, je crois, depuis 2017, donc on ne sait pas vraiment s'il y aura une suite ou pas. Sachant que la fin, on a ce qui se passera carrément prochainement, ce qui se passera un peu avec le truc. Alors, je sais pas vraiment si l'auteur a décidé d'arrêter, si c'est en pause ou quoi, ou si, comme ça peut des fois arriver, le titre a peut-être été fait, parce que tiens, il y avait une place dans un magazine, donc on lui a demandé de faire quelques chapitres, il a fait un volume, et entre-temps, il n'a pas forcément eu le temps de continuer, ou la série n'a pas eu trop de succès, donc à voir. Mais ouais, ça reste un petit titre intéressant. Si vous le trouvez d'occasion, je pense que ça peut être bien pour éviter de dépenser trop cher non plus pour ce que c'est, parce que je pense que les 8 €, clairement, ça les vaut pas. Mais voilà, ça reste un peu sympa, un truc globalement plutôt beau visuellement, qui reste un peu dans la tradition des titres de bouffe, du coup, qui présentent un peu comment cuisiner, tout ça. Donc à voir, si jamais vous avez une petite faim, n'hésitez pas à tester La Reine des Gyoza. On attaque après avec un light novel, Orekore. Je vous avoue, j'ai pas forcément trop compris ce qui s'était passé. Je pense que un an est quasiment passé depuis le tome 1, donc il y a des éléments que je me rappelais plus trop. C'est en gros, on va suivre un otaku qui peut utiliser des pouvoirs de collection, ça peut être des collections de jeux vidéo, des collections d'armes et tout ça,
Akihabara pour essayer d'affronter un peu des méchants ou d'autres gens qui ont des collections aussi. Je crois qu'il y a une histoire d'aliens, si je me rappelle bien, un truc comme ça, d'autres mondes, ils sont projetés dans un autre monde. J'avais plus forcément, je pense que c'est un titre, faudrait que je relise un peu le tome 1, sachant qu'en plus c'est vrai parce que c'est la suite du tome 1 qui conclut aussi l'arc. Je pense qu'il faudrait que je relise le volume 1. Je sais pas si je l'ai dit, mais c'est un light novel, donc vraiment un roman avec pas mal de texte. Je relirai, je pense, le tome 1 pour me refaire un avis, mais ouais, c'est pas forcément le titre où j'ai le plus apprécié ma lecture, même s'il y avait des moments sympas, mais que je me rappelle plus forcément des personnages et des événements. J'ai été un petit peu perdu dans tout ça. Ensuite, on va attaquer une autre série qui, je pense, faire partie peut-être de mes coups de cœur, en tout cas de ce début d'année, qui est Elena et Monsieur Wolf. Disponible en 2 tomes, c'est une série courte. Ça m'a intrigué, j'avoue, les couvertures m'intriguaient un peu. On va suivre la petite Elena ici, qui est une enfant qui vit dans un orphelinat suite à des soucis un peu avec ses parents. On voit ça au début du tome, je ne vais pas forcément trop vous spoiler les événements, mais elle va vivre dans un orphelinat et assez rapidement, on va voir qu'en fait, son petit frère qui l'a suivi aussi, va être recueilli par une famille, il va avoir un petit accident qui va le plonger dans le coma. Et Elena va un peu essayer de aller le rendre visite à l'hôpital pour lui raconter quelques petites histoires. Je faisais le tome 2, je pense. Essayer de lui raconter quelques histoires pour lui donner le moral et essayer de faire en sorte qu'il se sente mieux et qu'il arrive peut-être à sortir du coma. Elena qui fait aussi quelques petits dessins, du coup elle est fan un peu de dessin et d'un auteur qui s'appelle Monsieur Wolf, comme on voit dans le titre. Elle va avoir la chance de le rencontrer dans une séance de dédicace, il porte toujours un masque de loup. On va découvrir un petit peu plus tard qu'en fait, il y a aussi une raison pourquoi est-ce qu'il porte un masque de loup, même si c'est plutôt, je trouve que c'est plutôt bien abordé. Et Monsieur Wolf a aussi quelques soucis. On apprendra que voilà, c'était quelqu'un qui est aussi dans un orphelinat, qui a peut-être, qui se sent aussi un peu concerné parce que la petite fille peut sentir aussi un petit peu par rapport à ces événements les événements qu'elle a, parce que clairement c'est une petite fille. Alors, on n'a pas forcément l'âge, je crois, mais on peut deviner vite fait qu'elle avait vers des 10-12 ans. Et elle a déjà traversé des épreuves difficiles et je pense que clairement c'est un titre pas mal d'émotions. On va suivre un peu tout son parcours, essayer de redonner un peu envie aussi à l'auteur, à Monsieur Wolf, de redessiner. Et pareil, après, Monsieur Wolf va un peu essayer de la pousser aussi pour qu'elle puisse dessiner son histoire, qu'elle puisse un peu s'émanciper, se libérer du poids aussi un peu qui la pèse et trouver un peu le bonheur dans tout le malheur un peu qui lui est tombé dessus depuis qu'elle est petite et depuis quelques temps. C'est assez touchant en vrai, parce qu'on va voir qu'une petite fille très très forte qui voilà, essaye de sourire quand même encore à la vie malgré les épreuves qu'elle lui fait traverser. Donc, je recommande. C'est terminé en 2 tomes, clairement. Je pense que si vous avez l'occasion, c'est pas forcément trop cher. Ça reste une très bonne découverte, pleine d'émotions, si vous voulez un titre bien captivant. Autre nouveauté que j'ai trouvé d'occasion cette fois, c'est les 8 premiers tomes de Partenaire 2.0. Alors, je trouvais les 7 premiers d'occasion et le 8e était sorti il y a pas longtemps, donc j'en ai profité pour tout lire. C'est un auteur, j'avoue, je l'avais déjà vu passer un peu la série à ses débuts lorsqu'elle avait été annoncée, parce que je crois qu'il y avait une capote qui était offerte pour la chaîne du tome 1. C'était un truc complètement what the fuck, j'avoue, pour l'époque, et ça avait un peu fait jaser aussi sur Twitter. Et en gros, on va suivre ces deux, alors c'est quoi? C'est Tomoka et, est-ce qu'on n'a pas le nom de l'autre personne, hein, je sais plus. Mukata, Mukata, je sais plus. Tomoka et, ouais, je vais retrouver, ça me reviendra peut-être un peu après. Tomoka, j'y arriverai pas. Bon, petite pause, le temps que je regarde. Okay, c'est Tomoka et Murata, qui sont en gros début du récit, sont tous les deux en couple avec une personne, mais ça se passe pas forcément bien entre eux. Qui a une petite amie qui cherche toujours de l'attention, qui lui dit ouais, il faut que tu trouves 7 points communs ou 7 choses qui ont changé sur moi pour prouver que tu m'aimes. Et l'autre qui a un petit ami qui est un peu possessif, qui dit non mais qui essaie un peu de la diriger, qui dit non mais faut pas forcément que tu dises des gros mots, tu restes une fille, tu dois être gracieuse et tout ça. Ça leur convient pas forcément trop. Assez rapidement, on va découvrir qu'en fait, les deux, Murata et Tomoka, ont un lien un peu entre les deux, parce qu'ils jouent tous les deux au même jeu vidéo, ils vont se rencontrer avec des amis du coup pour boire un coup. Le courant va plutôt bien se passer entre eux, ils vont passer une nuit plutôt agitée dans un love hotel, et ils vont décider un peu à force de faire connaissance et de parler, de pas forcément se mettre en relation en groupe, parce que ça les intéresse pas forcément vu les derniers événements qu'ils ont su, mais à la place d'être un peu ce qu'ils appellent des amis, qui sont un peu, comme dit le titre, le Partenaire 2.0, c'est un peu une sorte de guide vers une nouvelle relation, une nouvelle relation un peu autre que ce soit un sex friends ou un truc ou un coup d'un soir, ou même des relations un peu de, comment je peux dire ça, de couple. C'est genre ils se discutent, ça reste un peu des bons amis, mais lorsqu'il faut, ils sont toujours là un peu pour écouter, pour être bon conseil, de se charrier des fois aussi un peu, de faire des petites allusions des fois un peu sexuelles, ou encore de se faire plaisir un petit peu tous les deux. Je ne vais pas forcément trop rentrer dans les détails pour YouTube. Et ça reste sympa en vrai, on va suivre un peu tout leur parcours, voir un peu leur évolution, comment est-ce que ils vivent un petit peu, ils vivent tout ça, comment est-ce qu'ils dirigent un petit peu leur relation.
Il y a pas mal de scènes de cul, moins au début, mais sur la fin, c'est vrai, sur les derniers tomes, je trouve, ça tourne un peu quand même vers le cul. Assez à outrance, c'est vraiment un peu centré là-dessus, et c'est peut-être l'un des points où je me suis dit, parce que vraiment, il y a plusieurs moments, il y a des personnages qui essaient de leur dire, ouais, est-ce que t'es en couple ou pas, ils disent non. Je trouve que c'est pas forcément la très bonne idée non plus dont ça a été abordé. J'aurais peut-être, sachant qu'en plus ils sont théoriquement, même s'ils sont pas vraiment en couple, ils ont quand même une relation avec quelqu'un, mais ils essaient quand même un peu de le cacher. À part au tome 8 que j'ai trouvé plus intéressant, où du coup ils discutent avec des amis, où ils leur racontent un peu le truc d'Amélie, ce que ça consiste, en quoi c'est, et ils se posent un peu des questions, ils se disent, bah, attends, parce que c'est un truc que nous on a dit, mais du coup effectivement, peut-être que ça plaît pas forcément à l'autre, peut-être qu'en fait ça a d'autres contraintes et tout ça, et le titre est plutôt bien accrocheur là-dessus. Et ce qui est cool avec les dessins de Sirud, bon, je n'ai pas forcément de très bonnes pages là-dessus. On le connaît surtout avec Magical Girl Holy Shit. Et il a des dessins assez sympas, et en plus il fait des petits rêves. Bon, je retrouverai peut-être pas forcément ici des rêves, mais il fait des petits rêves un peu à ses autres mangas. On a un moment Kaio aussi qui apparaît, je crois, dans un café. Bon, je la retrouve pas, je sais pas si j'arrive à la retrouver peut-être. Bon, on a Kaio qui apparaît dans un café à un moment. Ouais, j'arrive pas à trouver. C'est vraiment plus sur quelques pages. Donc ouais, c'est plutôt sympa. C'est pas forcément le titre de l'année. J'ai peur que ça traîne peut-être un peu en longueur sur la fin, ou que ça s'essouffle un peu et que ça reste un peu sur le même principe on nous présente un peu une relation assez basique sans forcément développer le truc des Amélie. Quelque chose que j'aimerais bien peut-être un peu plus mettre en avant, c'est présenter un peu les collègues. Donc des fois on nous présente des collègues aussi un peu de bureau ou de travail, mais on s'accentue pas forcément trop dessus. On les présente un petit peu, puis pendant 1 ou 2 tomes, on les voit plus du tout. J'aimerais bien que ce soit peut-être un peu plus mis en avant, qu'on apprenne un peu plus à les connaître. Ou pareil, parce que eux, théoriquement, c'est des Amélie, maintenant ils commencent à en parler. J'aimerais bien peut-être que par la suite, ils présentent un peu d'autres trucs. Il y a d'autres personnes qui disent, tiens, effectivement, leur relation elle est un peu particulière. Est-ce qu'on testerait pas ça aussi un peu nous entre eux, et avoir la vision d'autres personnages sur eux, comment est-ce qu'ils verraient la relation d'Amélie autre que une relation de couple, une relation de sex friends. Donc ouais, ça reste un titre assez intéressant quand même à découvrir, je pense, même si c'est pas non plus un classique ou un truc obligatoire. Et enfin, la dernière nouveauté que j'ai lue, c'est Nekogose, en 2 tomes pour le moment, mais qui sera fini en 3 tomes, qui est sorti en fin du mois de mars. Alors, je n'ai pas forcément tout compris. En gros, c'est le Japon. On nous raconte que c'est le Japon qui a perdu la guerre et qui est envahi par les Soviétiques. Et on va suivre. Alors, tout au début du tome, c'est ça ce que j'ai pas forcément trop compris. On nous dit, oui, en fait, il y a encore les humains, mais en même temps, il y a un truc avec des chats. Mais tous les personnages qu'on voit ont des oreilles, c'est des nekos, ils ont des queues de chat aussi. Tous les personnages qu'on voit dans ce monde ont ça. Pourtant, c'est un peu bizarre parce qu'on a à un moment, je crois, une photo de Staline, ou d'un dictateur en tout cas russe, qui est humain. Il n'a pas forcément d'oreilles de chat, donc c'est ce que j'ai pas, j'arrive pas à retrouver la page maintenant, mais ce que j'ai pas forcément trop compris, on me dit c'est une sorte de monde humain, mais en même temps avec des gens en chat. Peut-être expliquer plus tard, mais j'ai un peu des doutes. Et en gros, on va suivre 2 personnages, donc j'ai plus forcément leur nom maintenant, parce que c'est marqué peut-être derrière. Yome et Lugwizi. On va te souvenir des noms. Parce que je les oublierai juste après ça, d'ici 5 minutes. Mais ouais, qui sont en gros, comment ça s'appelle, c'est Yume, c'est une gosée, c'est une sorte de personne aveugle, mais qui parcourt les villes pour chanter et essayer de récolter de l'argent comme ça. Et Uguisi, on va l'appeler comme ça. Ugui, l'autre personnage qui est un peu la guide, qui va l'aider dans sa quête pour essayer de trouver son chemin, parce que le très aveugle peut pas forcément trop marcher, donc elle va un peu l'aider. C'est pas mal tourné combat aussi, je trouve des cases un peu avec des affrontements peut-être qui seront sympas. C'est tourné combat, parce qu'en gros ils vont tomber des fois sur des raclures qui vont essayer d'abuser un peu des femmes dans ce monde après-guerre, où la débauche prend un peu le pas aussi sur tout ce qui est rationnel. Donc comme moi en plus avec un sable qui va essayer un peu d'affronter un peu tout ça. Ça reste sympa, je vois pas forcément trop où est-ce que ça veut aller en 4 tomes, mais ça peut pourquoi pas être un peu intéressant. Il y a des beaux dessins, il y a quelques trucs aussi un peu où je suis un peu déçu, c'est il y a quelques scènes de bain dans une scène, c'est moins suggéré que Partenaire 2.0, mais il y a quand même quelques petits trucs un peu comme ça qui sont osés et que je vois pas forcément trop l'utilité de trop mettre ça en avant dans ce genre d'histoire, mais pourquoi pas, on verra ce que ça donnera sur la suite. Quand les couvertures sont cool et un titre assez coloré, découvert chez Shiba Edition. Bon, on va aller un peu plus vite maintenant avec les suites de séries. Donc on a déjà Mushoku Tensei, les aventures de Roxy tome 12, qui est un peu le dernier tome de la série des aventures de Roxy. En vrai, ça reste un peu ce qu'on avait vu dans le manga ou même dans l'anime avec Roxy qui apprend la magie à Rudeus. Il n'y a pas forcément grand chose de nouveau, à part que Roxy essaie de se faire aimer un peu des villageois, elle va essayer de les sauver un peu de certaines situations.
Ça reste à peu près intéressant. Un truc, alors je peux pas forcément montrer des dernières pages parce que ça spoil un peu, mais je m'attendais à ce que vraiment, pour ceux qui ont peut-être lu la série, vous voyez que le tome 1, les premières pages, ça spoil des événements qui étaient pas du tout encore arrivés en animé et encore moins dans le manga, donc c'est assez chiant, clairement. Tu lisais un peu le truc et tu te spoil un truc, tu dis ok, donc Roxy a ça, ok, je ne savais pas, merci de me spoil cet événement. Ça fait un peu suite tout ce qu'il y a au début, sans forcément spoil de nouveaux événements, mais ouais, ça reste un peu en dents de scie, j'avoue, ça reste une bonne découverte pour ceux qui aimeraient découvrir un peu plus Roxy. Je trouve qu'au final, la série a quand même pas mal traîné en longueur, que ce soit tout au début tout au début c'était bien parce qu'on avait un peu des parties d'aventure, puis on avait je crois une 6-8 tomes quasiment qui se passaient à l'académie où il se passait pas grand chose malheureusement. Et les 2 derniers tomes où Roxy apprend la magie à Rudeus, on voit ça un peu d'un autre angle, on voit un peu la vision de Roxy, comment est-ce qu'elle a pu voir un peu l'apprentissage et elle s'est donné envie aussi d'apprendre encore un peu plus la magie. Ça reste sympa, on verra un peu, enfin je verrai pas non plus la série de l'année, ni le spin-off de l'année clairement. Le début est cool quand même pour découvrir un peu ça. Je sais pas si ça sera adapté en animé ou si vraiment ça vaut le coup. C'est un peu comme My Hero Academia Vigilante. C'est cool pour développer un peu l'univers et certains persos. Après, ça reste des spin-offs vraiment accessoires, je trouve, par rapport à d'autres séries qui clairement pourront avoir des spin-offs un peu mieux. Et du coup, l'autre tome qui est sorti en même temps, c'est Mushoku Tensei, tome 21, tout ça, ouais, tome 21, qui dépasse pas encore l'animé. En gros, il y a Rudeus qui a reçu un message de son père en disant le sauvetage de sa mère se passe un peu mal. Il hésite à y aller, finalement, il décide quand même d'y aller avec Annie et Alice qu'on voit là. Donc parcourir un peu, avoir une sorte de cheat code, parcourir un peu rapidement le monde des démons et rejoindre ensuite un peu son père et comprendre un peu la situation. C'est un peu un tome de transition, je trouve. Après, il y a un truc que j'ai un peu moins apprécié, c'est j'ai l'impression que ça rush un peu, ça adapte vraiment l'animé, ça rush un peu quelques passages, notamment un. Je sais que dans le désert, tout au début, enfin dans l'animé par exemple, que j'avais regardé, on voyait un truc avec une succube et là c'est un peu suggéré. J'aurais bien aimé qu'on ait peut-être un peu plus le voyage jusqu'à rejoindre le père de Rudeus, même si c'est pas non plus le but de présenter tout ça, de montrer un voyage assez court en plus. Mais ouais, ça reste un tome de transition pour la suite qui s'annonce un peu plus mouvementé quand même. Donc pour ceux qui ont vu la fin de la saison 2, ça risque d'être plus mouvementé, il y a pas mal d'actions et de rebondissements aussi, je n'en dirai pas plus, mais voilà, à suivre pour ceux qui lisent Mushoku Tensei. Enfin, on commence à rentrer dans des trucs un peu plus d'action. La suite du coup, Kindergarten Noir. Pour ceux qui savent, j'ai un peu mitigé par cette série, un tome j'aime bien, un tome j'aime moins. Ce tome, alors le tome 6 j'ai bien aimé, le tome 7 un peu plus apprécié, j'avoue, malgré qu'on voit pas le personnage qui m'avait bien fait rire dans le tome précédent. Il y a quand même des passages assez marrants en vrai, parce qu'on a le début de la fête de l'école avec les profs qui vont essayer de démasquer les assassins qui se glissent un peu là-dedans, tout en restant discret, parce qu'il faut pas que les élèves le voient et que les parents le voient encore moins. On a un petit truc avec des sœurs un peu qui ressemblent à des maîtres comme ça, qui vont les affronter, qui vont faire une grande partie du tome lors d'un affrontement. Ça reste sympa en vrai, les personnages, ça me ferait chier qu'ils partent quand même complètement, même si on voit un peu que certaines ont l'air de disparaître. Alors là, j'aimerais retrouver un peu la page. On a surtout un gros truc de, comment il s'appelle de nouveau, Luc, si je dis pas de bêtises, ou c'est Doug, non je crois que lui c'est Luc, le policier, qui en gros présente à une maid un peu son amour pour le shoujo, et vraiment ça m'a bien fait rire. Parce qu'on a cette page, mais c'est pas la seule. C'était la page d'avant encore. Non, c'est celle d'après du coup. On a ça, là pareil, il présente un peu en gros toutes les qualités du shoujo, pourquoi est-ce que lui il aime bien le shoujo. Et on a encore une autre page après, ça enchaîne pendant 3 pages. J'avoue que la vanne était quand même bien, elle a duré un petit peu mais elle était assez sympa. Peut-être petit défaut comme on voit sur le tome, c'est que les trucs sont assez petits, ici c'est mal découpé. C'est entre les pages du coup, t'arrives pas forcément à trop voir et à tout lire. Quand même un peu à deviner quelques mots mais c'est quand même un peu chiant. Le tome reste quand même intéressant. Il y a quand même après par contre des personnages qui se prennent des putains de coups, genre là ça se prend un coup de bazooka, ça arrive à survivre. Je veux bien qu'on est dans un manga what the fuck, mais à un moment il y a quand même un peu des limites. Le personnage a quasiment rien, il a quelques égratignures alors qu'il se prend des coups de batte, plein de trucs, il se bat, il y a des rochers qui lui tombent dessus et il a rien. Bon, on verra. En tout cas, ça reste sympa Kindergarten Noir. Je crois qu'en plus la fin a été annoncée, donc ça sera pas une série trop longue non plus. J'ai hâte en tout cas de découvrir la suite. On a ensuite Kaguya-sama, tome 25. Bon, je vais vous avouer, je suis plutôt content que ça se rapproche quand même un peu de la fin, parce que je trouve que ça paraît, ça traînait un peu en longueur. On développe un peu plus les personnages, que ce soit Ishigami avec Miko, qui se rapprochent un peu plus, qui font un peu ce que Kaguya et Shirogane faisaient tout au début, une sorte de guerre, relation amoureuse un peu entre les deux. Shirogane qui par contre lui va essayer de se bouger un peu plus, est-ce que je trouve peut-être un peu des pages, ouais, par exemple ici, va essayer de se bouger un peu plus pour essayer de faire revenir Kaguya.
C'est assez intéressant parce que vraiment on voit un peu sa vision, lui qui a vraiment envie de se battre. On apprend aussi pourquoi Kaguya finalement va peut-être pas forcément revenir. Les plans qu'ils mettent en place et tout ça, ça reste vite fait un tome de transition qui présente quand même un peu les événements, qui met en place un peu toute l'intrigue, je pense, finale, qui sera mieux développée par la suite et qui présente aussi un peu les plans de tout ça. À la fin, alors pareil, je suis un peu dégoûté parce que là vous voyez, il reste 50 pages. On est sur une présentation de Love Agency, l'autre titre de l'auteur Aka Akasaka, qui sorti en même temps. Alors je sais pas si c'est Pika peut-être qui a mis ça à la fin de ce tome pour promouvoir un peu ça, ou si c'était de base dans le volume 25 en Japon. Bon, après c'est sympa, ça permet de découvrir un peu la nouvelle série, mais ça va pas transcender plus que ça en tout cas. Mais ouais, sinon ça reste sympa, Kaguya-sama. J'ai hâte quand même un peu que ça se termine. Là, ça rentre un peu dans un truc sérieux, mais je trouve la deuxième partie était peut-être un peu moins bonne que la première, même si on développait plus les relations, mais on était plus trop quand même dans cet aspect guerre psychologique ou essayer de pousser l'autre un peu à t'aimer avec plus un aspect comique. Enfin bon, Ishigami reste de toute façon le meilleur personnage de la série, donc rien que ça, le fait qu'il soit en volume, ça reste déjà quand même en volume. On va essayer de faire un peu plus vite quand même encore un peu, parce qu'il me reste pas mal de trucs à présenter. Mon ami des ténèbres, tome 16, c'est sympa, on voit encore un peu les personnages se rapprocher. Un passage que j'avais bien aimé, c'est les élèves qui préparent une sortie scolaire et en gros ils doivent faire des groupes de 5, mais ça commence à partir en couille à chaque page. Finalement, mais tiens, il y a truc qui aimerait bien rejoindre le groupe, mais on est déjà 6, il faut que quelqu'un parte. Ok, il y a 2 personnes qui partent, mais tiens, maintenant il y a 3 autres qui veulent rejoindre et au final ça part un peu en couille. On arrive à un truc avec un groupe, je crois qu'ils sont quasiment 17 ou 16, je sais plus combien exactement, mais ouais. C'était, ça fait en plus c'est bien parce que ça permet de revoir un peu des personnages qu'on voit pas forcément trop et revoir un peu leur tête et dire ah oui effectivement il y avait lui dans la classe, lui je m'en rappelle un petit peu. Ça reste sympa, on verra ce que propose à la suite. Avec moi on a le voyage scolaire qui devrait apparaître avec Nishimura et Takada qui vont peut-être se rapprocher un peu plus. En tout cas je l'espère, ça serait bien quand même pour eux. On a ensuite Slam Dunk tome 8 avec un gros match cette fois un peu plus important qui va avoir lieu. Un truc par contre j'avoue que j'ai pas forcément trop relevé jusque là, mais Slam Dunk, je trouve, propose un nombre de pages grand format comme ça, pas forcément des doubles pages, mais des grandes pages comme ça, assez hallucinant. J'ai pas forcément trop fait gamme dans les autres tomes, alors que je pense que c'était le cas aussi, mais clairement, ça fait plaisir. Est-ce que je retrouve pas encore une, peut-être, qui serait bien ici, début de tome, ou peut-être vers la fin. Voilà, là encore, mettre un petit panier. Clairement, je trouve que ça fait plaisir. On reste un peu dans l'esprit sportif, on voit notre héros aussi qui va commencer à prendre un peu plus le sport au sérieux, essayer de s'améliorer pour plus forcément faire de fautes. Ça reste sympa, j'ai hâte quand même de voir un peu la suite, mais j'hésite un peu maintenant parce que je me dis est-ce que j'essaierai pas d'attendre qu'il y ait plusieurs tomes pour en lire plusieurs d'un coup et vraiment m'immerger un peu plus dans les matchs. Ça manque peut-être encore un peu d'intensité. Le dernier tome était bien, mais celui-là manque peut-être un peu plus d'intensité, même si le match est assez intéressant quand même à regarder. Donc voilà, ça reste Slam Dunk, ma découverte toujours de cette bonne œuvre. Pour la suite, on va parler de mes objectifs. Alors, on va déjà parler de Fire Punch. Je vais pas forcément trop rentrer dans les détails parce que je vous ai fait une vidéo pour présenter mon avis après ma relecture. J'ai refait ma relecture, bon, vite fait pour faire un peu concis. Je suis plutôt content pour le personnage d'Agni que j'étais un peu mitigé lors de ma première lecture, mais avec la relecture, ça passe quand même beaucoup mieux. Il y a un autre personnage que j'ai un peu moins apprécié, Togata, qui est sympa, mais c'est vrai qu'elle était mieux dans mes souvenirs. Globalement, l'œuvre reste très réussie lorsqu'on la lit de bout en bout. J'ai mieux compris un petit peu la fin et le message que Fujimoto essaie de faire passer dans cette œuvre par rapport à la première fois où vraiment, je pense, le fait de lire les tomes de manière décousue et le fait qu'il y ait un petit changement vers les derniers tomes, notamment, je crois que c'est le tome 6, le tome 7, je crois que c'est le tome 7, je crois, enfin, c'est le tome 6, où il se passe un truc. On avance vraiment tout le tome là-dessus, mais je trouve que c'était pas la meilleure façon d'aborder ça, parce que ça change vraiment la série. Mais ça sert aussi un peu le propos et ça montre après l'évolution un peu du personnage d'Agni maintenant qu'il se retrouve un peu seul, même s'il n'est pas forcément seul non plus. Et comment est-ce qu'il voit après tout ce qui s'est passé en étant un peu traité comme lui. Donc voilà un peu Fire Punch. Je suis content de l'avoir relu, je pense que c'est une série que je veux quand même garder parce que j'avais hésité un peu à la revendre ou pas. Il y a la nouvelle édition aussi qui est sortie. En vrai, si vous avez l'occasion, achetez cette édition, hein, clairement. Vous aurez déjà tous les tomes en plus de sortie, ça vous évitera d'avoir un truc avec des couvertures pas forcément très ouf. À voir après si ça tient peut-être un peu mieux dans le temps ou si c'est juste un truc esthétique pour montrer dans votre mangatech. Par la suite, autre objectif qui était la relecture de Coffee Moon pour lire le tome 6 que j'avais pas encore lu. Pareil, un peu comme Fire Punch. Il y avait, bon je montre surtout le tome 6, il y avait des tomes
me rappelais plus forcément trop ce qui se passait. En relisant, je me rappelais que le début était quand même très intéressant avec Pietà qui se retrouve un peu dans une sorte de boucle temporelle et qui doit essayer d'en sortir parce qu'elle revit le jour de son anniversaire pas mal de fois, quasiment 1000 fois, je crois quasiment elle le revit. C'était assez intéressant. Je trouve par contre que sur la fin, le récit perd un peu en qualité de dessin, que ce soit en lisibilité. Bon, on a toujours des pages assez sympas, mais ouais, des trucs un peu plus brouillons, on n'est plus dans cet aspect un peu noir, ombre, pour présenter un peu la noirceur des personnages. C'est un peu comme à l'image des couvertures. Même là, on voit un peu le visage de Pietà qui a plus forcément grand chose à voir avec le tome 1. Quand on regarde un peu Pietà, voilà, des deux tomes, en pensant, en regardant les deux tomes, on voit qu'il y a quand même une grande évolution. Qui n'est pas forcément pour le mieux, j'avoue, je préférais quand même un peu comment c'était présenté dans le tome 1. L'histoire est, ah bah là, à la rigueur, j'ai une bonne page, qui présente un peu l'évolution du dessin. L'évolution de Pietà, je peux pas forcément trop montrer les trucs, mais ouais. Je sais pas, je trouve c'est, l'auteur a essayé de faire des trucs un peu trop réalistes par rapport à avant, et si je regarde peut-être le tome 1 ici, il présentait un peu peut-être Pietà de manière un peu plus simple, je trouve. Est-ce que je trouve un dessin ici, à la rigueur celui-là? De manière un peu plus simple, je trouve c'est moins détaillé, c'est plus joli je trouve dans un sens, malgré que ce soit moins détaillé. Mais ouais, ça reste finalement un peu mitigé, je trouve la première partie était quand même mieux. C'est rush un peu sur la fin, on voit que le tome est déjà plus épais. Ça conclut quand même bien, il y a certains événements finalement qui font sens par rapport à ce qui se passait au début. C'est pas la meilleure série, j'ai l'impression que l'auteur savait pas forcément trop exactement où il voulait aller, ou alors il était parti sur une direction au début, puis finalement il s'est dit voilà, maintenant j'ai accroché mes lecteurs, donc je pars sur ce que je voulais faire tout début, un truc qui n'a complètement rien à voir, qui part un peu dans tous les sens, même s'il y a des, comme il y a des petits liens logiques un peu entre le début du tome, enfin le tome 1 et le tome 6. On comprend, enfin, c'est logique que ça ramène comme ça, mais c'est pas ce que j'aurais souhaité ou ce que j'aurais aimé voir en tout cas. Donc ouais, Coffee Moon qui reste petite déception comme sur la fin, mais un très bon début, enfin très bon premier arc. Enfin, pour les autres objectifs, alors je les ai pas encore lus, mais j'ai commencé à acheter les Hikaru no Go. Les tomes 2, 3, je crois qu'il manque le 4, 2, 3, 5, 6 jusqu'à 10. Je l'ai commandé chez mon libraire, alors je vais les poser parce qu'ils sont assez lourds quand même. Donc ouais, les premiers tomes d'Hikaru no Go, alors mon libraire m'a dit que le 1 et le 4 étaient en rupture de stock. Ça me paraît un peu bizarre, après pourquoi pas, apparemment c'est pas en arrêt de commercialisation non plus, donc j'espère que ça viendra assez vite pour que je puisse enfin découvrir la série. Mais je m'y mets, alors en plus couverture cartonnée, j'avoue je m'attendais pas forcément, je savais que l'édition était un peu plus chère et était plus de tomes, je crois que la série de base fait quasiment le double, si j'ai pas de bêtises, ou 40 tomes en tout cas, au lieu des 20. Bon, je sais plus exactement maintenant combien, mais ça fait un peu plus. On verra ce que ça donne, j'en entends beaucoup de bien. J'ai les 10 premiers tomes, donc ce sera l'occasion, peut-être pas forcément le mois prochain, ça dépendra si j'arrive à trouver le 1 et le 4 assez rapidement, mais enfin un moment si ça revient en stock. Mais ça reste une série que je vais pouvoir commencer et cocher assez rapidement dans ma liste de mangas à lire. Bon, pour le reste des lectures récentes, les lectures encore qu'il me reste à faire, on va faire assez vite. Comme l'incident, ça fait 3 mois qu'il est là. Évidemment, je crois que ce mois-ci, il y a le tome 21 qui sort, donc on pourra essayer de le lire. Comment ça s'appelle? Jimbo Show Sister, du coup, tome 4, qui est sorti, que j'ai réussi à trouver maintenant. Pareil, ce sera l'occasion un peu de le lire. J'avais bien aimé les tomes 3, on l'a vu, je crois que j'ai appris que la série était finie en 6 tomes, donc on va se faire à ce moment-là. Goddess Café Terrace, j'ai feuilleté vite fait un peu le tome. Ça... Il y a un truc qui a été mis en place dans le précédent tome, j'ai l'impression qu'il est remis un peu en arrière, où il a fait une sorte de petite avancée rapide. On verra ce que ça donnera, si je serai vénère du tout ou pas du tout. On a King of Ent, du coup la suite, pareil, je relirai ça assez rapidement, je pense que ça sera lu dans le mois. Et enfin, Insomniac, le dernier tome qui est sorti. Je suis un peu mitigé sur la série, donc je vais me relire toute la série pour me faire un avis et voir ce que je fais de la série, si je m'en débarrasse ou si je la garde. C'est sur la sellette, mais peut-être que ma relecture me donnera tort et me donnera envie de garder la série. Pour la suite, j'ai des grands formats. On va commencer avec Solo Leveling. Bon, le tome 16 a annoncé un peu la fin. Il y a un tome 17 qui est sorti et j'ai vu sur Manga Collect que ça va pas forcément dévoiler les autres tomes. J'ai vu que ça va au moins déjà jusqu'au tome 19. Je sais pas forcément ce que ça va raconter, surtout que j'ai vu que notamment, je crois qu'il y a 200 chapitres, donc certainement c'est censé être terminé. On verra ce que ça donnera. Je vous donnerai mon avis la prochaine fois. J'ai hâte en tout cas de le lire. On a Pandora Hearts tome 2, hâte de lire, mais je pense que je relirai le tome 1 quand même pour remettre un peu des événements en tête aussi. En tout cas, j'ai très hâte parce que j'avais bien aimé le tome 1. On a du Tezuka, j'avoue que je m'arrête jamais avec du Tezuka, c'est un bon auteur, mais j'avoue qu'il faudrait que je me calme parce que les tomes sont quand même assez chers et assez gros. Avec Debout l'Humanité, je crois que c'est un truc quasiment plus sur le monsieur moustachu allemand, je vais pas forcément dire son nom d'après ce que j'ai compris. On verra ce que ça racontera, j'avoue que je suis assez mitigé, assez intrigué. Et La Femme Insecte que j'ai réussi à trouver, qui sont aux éditions tous les deux, édition FLB.
Puis voilà, je suis trouvé un peu dans une autre boutique où je vais pas d'habitude et je me suis dit tiens, continue un peu sur des Tezuka avec des one-shots qui sont pas des formats un peu comme Ayako ou Dororo ici que j'ai montré juste avant. Donc hâte de voir ça. Et enfin les dernières séries qui sont un peu de craquage, j'avoue, je les ai achetées ce week-end donc pas encore eu le temps de le lire et j'ai un peu sur un coup de tête mais elles faisaient quand même envie depuis un moment. On a déjà Second Summer, tout quoi Second Summer, Never See You Again. Série en 2 tomes qui me fait de l'œil en vrai depuis un moment. C'est un peu ce genre de série qui était sorti à un moment chez Doki Doki. C'était tout sorti, genre comme 300 jours avec toi, des trucs un peu romancés qui font quasiment même je veux manger ton pancréas. C'est un peu des trucs romancés avec un petit drame normalement qui se passe à la fin, qui donnent pas forcément, qui sont pas forcément trop, qui peuvent être pour montrer des personnages attachants. Donc ça fait quelques années, je crois qu'elle est sortie, je crois quasiment 2021, voire un peu avant, c'est déjà sa date. Donc hâte de voir un peu ce que c'est, j'ai enfin décidé de le prendre. Et après un petit Yuri, pareil en 3 tomes, un été inconnu avec toi, un été vers l'inconnu avec toi, dispo en 3 tomes, j'ai réussi à le trouver pour pas forcément trop cher, donc je me suis dit tiens, l'occasion aussi de me relancer un peu dans un Yuri, parce que ça fait un moment que je n'ai plus forcément trop lu. Donc voilà, on va arrêter la vidéo ici. J'espère que ça vous a plu, pas mal de lectures, pas mal d'achats, j'avoue j'ai quand même pas mal craqué, notamment avec les achats d'occasion durant ce mois. Ça devrait se calmer, je pense, ce mois-ci. Il devrait y avoir moins de trucs. Sur les finances commencent à être un peu dans le bas aussi, clairement. C'est pas le plus évident. On va essayer de lire tout ça, en tout cas. Je pense que le mois risque d'être bien rempli entre les sorties et tout ce qui me reste encore à lire. J'ai hâte de vous présenter tout ça dans le prochain bilan. N'hésitez pas à me dire de votre côté ce que vous avez lu, s'il y a des titres peut-être qui vous intriguent, vous aimeriez peut-être que j'en parle un peu plus plus en profondeur, comme j'ai fait par exemple pour Fire Punch. Et sur ce, je vous dis bye tout le monde.